On voulait commencer la table ronde en faisant un peu un tour de table, mais au-delà d'aller sur les questions de nom, prénom et de vous présenter depuis quel point de vue vous parlez, de pouvoir dire deux, trois mots sur votre participation à une démarche spécifique à laquelle vous avez participé activement et de pouvoir dire en quoi ça a pu être facteur de changement dans votre place de parent, dans votre relation avec les travailleurs sociaux. Voilà, et de dire qu'est-ce que ça a produit, qu'est-ce que ça a généré entre l'avant et le maintenant, et qu'est-ce que ça peut faire demain. Voilà. Du coup, on peut commencer le tour de table par vous. Alors, moi, j'ai participé au comité d'usagers qui met en lien des parents et des professionnels pour travailler sur des outils vraiment purement des outils de base. Nous, on a travaillé sur 3 journées et à la fin de ces 3 journées, on a produit un cahier de route qui pour nous, en tant que parents, on pense que c'est très important parce que quand on rencontre des professionnels sociaux, on a souvent des oublis, on a un peu de panique, on a de la peur, on a beaucoup de choses. Et dans ce carnet de route, en fin de compte, on exprime tout ce qu'on ressent pour faciliter ce travail avec les professionnels. Et moi, j'ai participé parce que, voilà, j'ai la parole facile. Je pense que les professionnels étaient là pour nous écouter et que ça fait avancer les professionnels et nous, en tant que parents aussi. Moi, ça fait très longtemps qu'on est suivis par les services sociaux. Et là, on arrive vraiment à la fin du chemin. Et je voulais, dans le groupe, dire qu'il y a un début, il y a une progression, même s'il y a des très hauts, des très bas qu'on descend. Mais on arrive tout le temps à une fin. Et je voulais porter un peu l'espoir envers les autres parents qu'on arrive à une fin. Voilà. Et comment vous avez réagi lorsqu'on vous a proposé ce travail, cette démarche Vous avez été surpris, vous avez dit... Non, je n'ai pas été surpris. D'accord. Par contre, j'ai bataillé pour trouver le lien pour rentrer dans le comité d'usagers. Ouais. Parce que tout n'est pas à jour et des choses comme ça. Et tout, par exemple, dans les MDD, il y a plein de MDD qui ne sont pas au courant des comités d'usagers et tout. Mais ça m'a pas surpris. D'accord. Est-ce que, pour faire le lien avec une question de tout à l'heure, est-ce que c'est aussi le fait d'être en collectif, le fait d'être entre parents, qui permet d'avoir plus sa place, qui permet de développer des compétences? Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Non, pas plus que ça. D'accord. Donc c'est plutôt le fait d'être accompagné par des professionnels? Non, mais vu qu'on est vraiment en toute fin de mesure, là on termine au mois d'avril, là, donc c'est vraiment au bout. Et c'était plus pour porter un peu, dire qu'on arrive à un moment, on arrive à la fin. Merci. De rien. Merci à vous. Donc le carnet de route, il commence à être utilisé ou non, pas encore. Mais on espère vraiment que les MDD s'en servent comme un outil parce que il y avait une maman qui était dans le groupe et elle a pris un simple cahier et elle a noté tout ce qui lui passait par la tête.
Et en fin de compte, quand elle a revu son travailleur social, et ben, elle savait ce qui s'était passé pendant entre 2 rendez-vous. Elle avait de la matière pour parler. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, quand on est devant des travailleurs sociaux, et ben, on a la peur qu'on nous enlève l'enfant ou qu'on nous dise « Ouais, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça ». Tandis que là, on apporte un peu la preuve qu'on a essayé de faire des choses, mais il y a eu un problème, et voilà. Mais après, ça permet de constituer un peu un débat et puis voir les objectifs qu'on peut travailler. D'accord. Puis c'est plus concret. Oui. C'est une expérience à encourager, ce type de travail que vous avez fait avec... Complètement. Ouais. Qu'on soit en début de mesure, en fin de mesure, voire même qu'on soit plus dans des mesures. Moi, je pense que le fait d'être parent, et qu'il y ait des professionnels qui nous écoutent. Alors, on s'est aperçu lors des 3 journées que on avait quasiment les mêmes mots, mais c'était pas pareil. Mais c'était vraiment quasiment identique. Donc, on voit que ça avance. Et la communication était plus simple avec eux. Et du coup, carnet de route pendant la mesure, est-ce qu'on pourrait imaginer, avec le soutien du CD par exemple, concevoir un carnet de route pour la suite, pour l'après? Est-ce que ça vous semblerait utile? C'est ce qu'on espère. Oui, c'est ce qu'on espère. Ouais. Et, vraiment, ça devient généraliste. Vraiment, parce que je pense que ça fait avancer les choses. La vidéo, vous étiez aussi dans le même groupe, je crois. Du même groupe, donc vous pouvez peut-être compléter ou nous dire comment vous l'avez vécu aussi. Peut-être juste on peut voir si vous avez fini, parce que comme elle a plus de 10 minutes et qu'il faut s'en aller, peut-être qu'il y a des choses encore importantes que vous avez envie de partager. De partager aux étudiants, aux futurs professionnels. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on avait dit. Se mettre à la hauteur des parents et ne pas les prendre de haut, parce que c'est ce qu'on avait ressenti un peu, qu'on soit sur le même pied d'égalité. Voilà. Et après. Bien, on va vous remercier. On vous remercie parce que vous avez c'est important des professionnels. Oui, Madame Camara. Je voudrais quand même souligner que les parents sont venus vraiment de manière libre, sans avoir cherché à savoir s'il y avait un professionnel qui allait les accompagner. Qu'ils avaient vraiment envie d'être là, qu'il y a d'autres parents qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, que parmi les parents, il y a quand même un parent qui vient de Dinan. Voilà, donc je voulais souligner cette mobilisation qui est vraiment une décision personnelle, libre. Voilà, je vais le souligner avant de partir. Merci. Merci de la part de... Peut-être pour poursuivre sur ce premier outil dont on a parlé, vous étiez vous aussi avec Madame autour de ce carnet de route. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche de votre point de vue, en quoi il a été utile dans votre place de parent? Alors, en fait, c'est le carnet de route, c'est vraiment le retour de ce qu'on a réfléchi par rapport à tous les parents. C'est vraiment pas une situation personnelle. Alors, le comité d'usagers, c'est un comité où on se retrouve entre parents et professionnels et on a une thématique, une question qui est différente en fonction des villes d'où on vient. On n'a pas eu le même thème que les deux.
je ne sais plus le titre qu'on a eu, mais c'était un titre à coucher dehors, très compliqué. Et au final, on s'est rendu compte que mine de rien, la question c'était pour dire de façon facile et pas avec le mot à vous, qu'est-ce qui peut vous aider à avoir un meilleur contact avec le service social. Et de tout ça, on en a fait beaucoup de blabla et on est arrivé sur ce carnet de route parce qu'une des mamans expliquait que quand elle avait rendez-vous avec les services sociaux, déjà, elle a un grand stress. Et du coup, elle déblatère jusqu'à là sur le moment. Et souvent, on parle de choses qui ne vont pas. Et en fait, elle oublie des choses qui auraient pu se passer entre les différents rendez-vous. Donc, du coup, on est parti sur ce carnet de route accompagné. C'est pas juste un carnet de route. C'est un carnet de route accompagné d'une fiche. Il y a une fiche avec. Ah oui. La fiche de rencontre. Voilà, il y a une fiche de rencontre qui est avec. La fiche de rencontre sert pendant le rendez-vous à pouvoir noter sur quel point on s'engage en tant que parent et en tant que professionnel. Le carnet de route, en fait, c'est le carnet qui est vraiment dédié aux parents pour pouvoir noter, les parents qui puissent noter entre les rendez-vous, qu'est-ce qui est important et qu'elles pourraient repenser, qu'ils oublient de dire pendant le rendez-vous. Bouge un petit peu le micro. C'est pour le flou. Pardon. Aucun problème. Après, au niveau, je sais pas à quelle question il faut répondre. Allez. Je crois répondre à ce qui était tout à l'heure au niveau du comité d'usagers. Je pense que pour nous, ça a été très très enrichissant de pouvoir communiquer vraiment avec les professionnels. Le but dans le début de notre question, c'était aussi comment rétablir une relation de confiance. Je pense que ça, c'est un des débuts. Parce que vraiment, il y a eu, on n'était pas placés parents, même si on était dans des salles différentes, mais on était dans un réel travail commun. Donc vraiment, je pense que ça a créé quelque chose où le fait que les parents voient que les professionnels, finalement, les mêmes questions et les mêmes doutes, mais ne sachent pas comment communiquer pour se dire finalement les mêmes choses, ça a permis justement de créer, je pense, une relation de confiance, en tout cas vis-à-vis des parents qui étaient là, de se dire, oui, mais en fait, si, ils sont vraiment là pour nous aider, il y a un bug, on ne sait pas comment, on a envie d'avancer. Et je pense que ce comité d'usagers, c'est vraiment une petite perle pour pouvoir faire avancer les choses. Peut-être pour expliquer, peut-être Mme Camara le fera tout à l'heure, peut-être, et vous aviez un temps entre parents avant de rencontrer des professionnels, quoi. On s'est tous rencontrés, café, tout ça. Ensuite, les parents ont discuté et on a vraiment parlé de tout. Alors, nous, le fait d'être entre parents, on n'a pas du tout eu cette... Ah, moi, j'ai mal compris tout à l'heure. On a vraiment apprécié énormément d'être entre parents, d'avoir des histoires vraiment totalement différentes parce qu'on est tous accompagnés dans des mesures complètement différentes, on n'avait aucun point commun. Donc on a vraiment apprécié ça, de pouvoir communiquer entre parents, d'avoir chacun notre ressenti vis-à-vis des services sociaux, et à côté de pouvoir les communiquer avec les services. Et oui, effectivement, ils étaient dans une salle à côté, et de pouvoir mettre ça en commun, ça a été vraiment très très bien. Et lorsque vous les mettiez en commun, chacun écoutait l'autre avant de débattre. Non, on était beaucoup de filles, on a parlé tout. Normalement, on devait faire ça. Normalement, c'était ça la méthode. Mais voilà, au final, mais c'est ça qui était bien aussi, c'est que finalement, c'était instinctif, c'était au feeling, c'était comme ça. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on n'était pas dans c'était pas un combat de coq. Oui, mais nous, on veut, vous voulez, on n'a pas les mêmes. Au contraire, c'était vraiment très communicatif. On était vraiment dans un... Excusez-moi, le micro marche plus. Voilà. Alors, c'est vraiment pour ça. Vous pouvez continuer, hein. Je sais pas. Je rejoins un peu les propos tout à l'heure de Manon Grandval qui disait l'important, la première chose, c'était d'installer une relation de confiance. Enfin, si on veut avancer un peu plus loin, c'est ça qui était ce que vous avez fait émerger dans votre groupe de travail, quoi. Je pense que nous, pour notre groupe, c'est quelque chose qui s'est ressenti réellement. Il y a vraiment eu cette relation de confiance qui a été faite. On vient chacun avec ses histoires personnelles. On n'était pas là dans un but personnel. C'était un but Il y avait un objectif collectif. On n'était pas là. Madame a assisté par sa référence. C'était un groupe qui parle en commun. D'accord. Mais la relation de confiance a beaucoup été au cœur des discussions. D'accord. On va peut-être donner la parole qui va se présenter aussi. Oui, moi, c'est... C'est bon? Oui. C'est juste, là. Je sais pas, il est parti. On est parti chercher des piles. Moi, c'est pas pareil pour d'autres parents que j'ai un suivi
les services sociaux depuis des années. Je viens de l'étranger, du coup, je ne comprenais rien du tout à la loi. On va attendre, Voilà, ce d'accord. sera plus facile. Mais moi, comme je parle fort, Oui, voilà, on va donner la... Est-ce que Madame Canara, du coup, en tant que conseillère technique au département, est-ce que vous pouvez reprendre un peu le cheminement de cette démarche-là? Quel diagnostic à l'origine aussi de cette proposition-là aux parents? mais moi, je m'étais dit que j'allais faire. Vous m'entendez bien, hein? Je m'étais dit que j'allais faire court parce que je trouve important que les parents ils puissent parler de ce qu'ils ont traversé et puis aussi pourquoi ils vont dans les comités d'usagers. Je trouve que c'est important, mais en fait, les comités d'usagers, on a commencé à les mettre en place au niveau du conseil départemental sur le champ de la protection de l'enfance en 2019. Donc, il y a eu un premier comité d'usagers en 2019 et c'est en 2021 qu'on a fait la deuxième session, donc celle dont on parle aujourd'hui. Et en fait, on a choisi pour les comités d'usagers d'utiliser l'approche du croisement des savoirs. Le croisement des savoirs, donc c'est une approche qui a été conçue par Atelier Carmonde en lien avec des universitaires, des chercheurs, des praticiens et des parents, pas des parents, des personnes en situation de grande pauvreté, en fait, des militants d'Atelier. Et ils ont conçu cette approche-là qui permettait, en fait, qui a permis de donner les moyens et de créer les conditions, en fait, pour que que ce soit du côté des professionnels, que ce soit du côté des universitaires, des chercheurs, que ce soit du côté des usagers des services, chacun puisse être en capacité de faire émerger son savoir, donc savoir théorique scientifique pour les chercheurs, savoir de praticien pour les professionnels et savoir de vie, savoir d'usage des personnes accompagnées. Donc, cette approche-là, elle s'appuie sur une méthode. Et c'est cette méthode qu'on a appliquée dans les comités d'usagers et qui a été importante parce qu'on a essayé de la respecter de manière rigoureuse. On a essayé, je dis bien. Donc, il s'agissait en fait, à partir de la thématique, puisque sur Saint-Brieuc, la thématique, c'était en effet construire entre parents et professionnels un outil qui permette en effet que autour des entretiens, ça se passe mieux et que le travail se passe mieux. Et puis, pour Dinan, c'était autour des besoins de l'enfant placé, quelle place pour les parents et quelle place pour les professionnels. Donc, sur chaque thématique, en termes de méthode, la même question était posée aux parents et aux professionnels. Donc, la même question était posée et chacun dans un endroit à part, séparé, réfléchissait ensemble. Donc, les parents, je laisserai parler de l'expérience, mais je vais parler des professionnels plutôt, puisque moi j'ai animé le groupe de professionnels de parents. Mais je vais d'abord laisser peut-être expliquer comment ça se passait entre parents, même si vous en avez parlé tout à l'heure, mais pour laisser la parole un peu sur Dinan, comment ça s'est passé au moins dans le groupe des parents. Alors, ce Dinan, moi je devais aller au comité de usagers en 2019, mais il y a eu une mauvaise communication avec le travail social qui m'a parlé du comité d'usagers. Et du coup, j'ai su dans 2021 où j'étais très contente d'y aller parce que moi, je n'ai plus de suivi vraiment des services sociaux. Mais j'ai vécu beaucoup de malentendus et mauvaises expériences avec le travail social. Du coup, moi, si je suis allée, c'est justement de reporter mon histoire, en fait, pour éviter, en fait, que ça recommence avec d'autres familles. Parce que, bon, l'idée, c'était pas aller être contre les services sociaux, mais un complément. C'est-à-dire que mon expérience en tant que maman, mère de famille, ça peut aussi aider aussi des étudiants en fait qui vont être en centre social, pas faire les mêmes erreurs que certains font. Il y a des bons et des mauvais, pas que des mauvais. Disons que nous, ce Dinan, on était plus sous placement.
parce que c'est vrai que moi, j'avais des enfants placés. Et en fait, quand vous avez des enfants placés, vous êtes mis à l'écart la plupart du temps. Et vous ne vous sentez plus parent, en fait. Vous êtes juste le parent, en fait, qui n'a rien à faire de son enfant. En fait. Et nous, c'était bien passé parce qu'on s'est retrouvés, on était 5 parents. On était 4 et 5. On avait des histoires différentes. Et finalement, les questions et les réponses, c'était, on avait les mêmes en commun. Oui, les mêmes en commun. Et on a aussi trouvé bien parce qu'il y avait des assistantes sociales qui étaient aussi avec nous. Et c'était pas le même, et se comportaient pas la même chose qu'on les voit dans l'MDD. En fait, on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ils sont comme nous. Hein, on peut voir que les assistantes sociales, quand on les voit ailleurs, en fait, nous, on a l'impression qu'ils nous prennent de haut, qu'ils travaillent pour le service social. En fait, c'est là qui abusent le pouvoir, abus de pouvoir, je sais pas comment. Je sais pas, après, ce qui concerne le comité d'usagers, on a été pendant 3 jours. Et puis, on a conseillé aussi, justement, on parlait du groupe que vous avez parlé tout à l'heure. On a eu l'idée d'avoir un groupe de parents, mais pas du tout, qu'on n'a pas du tout présent. En fait, les instances sociales ne sont pas du tout présentes. Pourquoi? Parce qu'on a des parents qui sont en colère. En fait, c'est comme il y a des malentendus entre le service social et des parents, un parent en colère, en fait, je pense que comme les services sociaux, hein, ils passent au jugement et du coup, en fait, on ne se comprend pas. Du coup, nous, on a conseillé plutôt qu'on se rejoigne dans un groupe avec quelqu'un d'extérieur. Comme nous, on a l'atelier du samedi à Dinan, c'est côté de mairie, mais qu'on fasse aussi des enregistrements. On a quelqu'un qui vient d'aider, par exemple, qui est en lien avec notre groupe. Et en fait, c'est pour justement passer les messages des parents en anonymat, justement pour le service social, en fait, ils comprennent aussi les parents et aussi les services sociaux, ils peuvent aussi nous faire passer des messages, en fait, pour... voilà. Aussi, on a demandé aussi les enfants qui étaient placés, la même chose, ou les enfants qui sont placés encore, parce qu'on a vu que dans les parents, par exemple, les parents qui ont des enfants placés qui sont en colère contre les services sociaux, en fait, s'ils voient, ils sont en contact avec leur éducateur ou n'importe quelle assistante sociale, en fait, elle ne va pas parler, elle va s'enfermer. Il y a même beaucoup de tentatives de suicide des parents parce que justement, la incompréhension, manque de confiance. Et comme on avait entendu parler justement tout à l'heure, c'est vrai que la place de parents, c'est très important qu'on a un suivi. Parce qu'il y a des parents, donc, ils sont tout à fait capables mentalement, physiquement, apporter une aide à l'assistance sociale. Mais il y a des parents qui ne peuvent vraiment pas. Bon, là, oui, il y a besoin d'un soutien plus approfondi. Et donc, le service social met tout le monde dans le même panier. D'accord. Donc, non, vous n'utilisiez pas le carnet de route, mais ça peut être un support pour aussi préparer des fois la communication, parce qu'il y a vraiment des fois une mauvaise communication, la grippe entre vous. Ah non, à Dinan, on a pris l'exemple justement sur Saint-Brieuc, parce que le comité des usagers, c'est ensemble, pas à part. Nous, par rapport à Saint-Brieuc, on est plus, le carnet de route, c'est plus élargi, parce que nous, dans le groupe, nous, on a beaucoup des parents où ils n'ont plus beaucoup à voir avec les services sociaux. C'est plus, les services sociaux, c'est juste un intermédiaire par rapport à d'autres partenaires équipes éducatives ou, comme il y a un espace d'année, il n'y a rien à voir avec l'NDD. Et en fait, ça permet, par exemple, pour un parent qui était suivi avec l'NDD, de justement noter
les choses. Et si par exemple, en fin de mesure, il est plus celui à MLDD, mais à l'espace d'année, et c'est un alignement renforcé, et que justement, c'est une nouvelle personne. Et en fait, ça évite aussi qu'elle reparle dès le départ de son histoire. En fait, elle peut prendre dans le cahier en fait les plus importants. Et ça fait un suivi. Et aussi, ça, pour nous, à Dinan, en fait, c'est aussi un outil très important parce que ça permet aussi de ne pas avoir de malentendus par rapport au rendez-vous, par exemple. Il y a des assistances sociales qui donnent des rendez-vous dans un endroit, mais finalement, c'est d'autre part. Ça peut aussi être clair, quoi. Parce que dans le groupe, je crois que vous évoquiez aussi les difficultés des fois avec l'éducation nationale, avec les services de soins, tout ça. Et donc, ça sert aussi à ça. C'est pour ça que je dis que c'est plus élargi. D'accord. Parce que des fois, c'est vrai que le mot n'est pas passé. Et comme on a des enfants avec des troubles, le problème c'est que quand vous avez un enfant avec des troubles, comme on disait, nous, ça ne rentre pas dans une case. En fait, il y a plusieurs. En fait, il faut comprendre que les enfants, en fait, ne sont pas tous pareils. Et qu'est-ce que le travail avec le service social les expliqué, c'est que vous avez un enfant qui a des troubles de comportement, c'est tout de suite un problème en famille. En fait, c'est là qu'on veut venir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de jugements. Et donc, le parent se sent agressé. Moi, je dis beaucoup a priori, de vécu, de jugement, surtout quand on a une famille recomposée, le parent qui accompagne la famille va les laisser côté, voire carrément mal lui parler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jugement. C'est vrai que là, c'est un peu agressivité pour un parent, en fait. D'accord. Merci pour Françoise Manis, qui est chef de service dans une structure plutôt association. À l'association Beauvallon. Voilà. Donc, vous restez un petit peu, oui, parce que ça m'intéresse de discuter avec vous. Donc, association Beauvallon, c'est une structure de protection de l'enfance, financée par le département, pour partie, qui a deux volets, un volet prévention et un volet protection. Alors, dans la prévention, il y a les PAEJ, les points accueil coups de jeunes, qui accueillent des personnes qui ont besoin d'aller discuter, d'être conseillés, de se confier. En gros, c'est pour les jeunes des enfants, enfin adolescents, jeunes adultes. Un centre d'accueil à la parentalité, donc là pour le coup vraiment des dispositifs qui accueillent les parents de façon individuelle, mais aussi avec des actions collectives. Et là, l'idée c'est vraiment d'aider les parents à trouver des solutions pour aller mieux dans leur relation avec leurs enfants. C'est ça qu'on parle. Il y a aussi un service de prévention spécialisé. Alors là, pour développer les capacités d'agir, là, on est en plein dedans. La prévention spécialisée est dans le pôle prévention à Beauvallon, mais c'est un dispositif de protection de l'enfance très proche des gens, parce que, moi, je pourrais en parler tout à l'heure si on a l'occasion d'en parler. J'ai travaillé un peu comme éducatrice en prévention spécialisée. Et là, sur le coup, c'est pour ça que j'ai plein de documents sur la capacité d'agir, parce qu'à l'époque, on travaillait vraiment ça, quoi. Moi qui sortais des dispositifs de protection de l'enfance, internat, tout ça, j'avais pas forcément ce lien avec les parents que j'ai découvert, que j'ai vraiment découvert dans cette vraie humanité dont vous parlez à ce moment-là. Et donc, Beauvallon, c'est aussi des services qui, effectivement, accueillent des enfants, qui sont placés, comme vous dites. Donc, nous, on a, je sais pas, on a plusieurs façons. Enfin, on a déjà l'intention de considérer les parents complètement. Donc, on fait de la suppléance. Vous parliez tout à l'heure de suppléance. Effectivement, on est dans la suppléance aménagée quand les enfants sont confiés, vivent un peu dans les services, mais aussi sont chez leurs parents, parce que voilà, on appelle ça souvent les accueils séquentiels. On fait de la suppléance un petit peu plus permanente, des enfants qui, sur des temps un peu longs ou
parce que les parents ne sont plus là, ont besoin d'un accompagnement. Mais moi, je n'oppose pas, non plus, je pense, la suppléance et la coéducation. C'est pas parce qu'on supplée à un moment donné, parce que les parents ne peuvent pas, à un moment donné de leur vie, qu'on les oublie, qu'on ne les considère pas, qu'on ne leur demande pas d'être avec nous dans l'accompagnement de leur enfant. Voilà. Donc, mais vous dites que quand vous avez eu l'impression que vous n'étiez plus parent. Donc, voilà, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez eu ce sentiment, et parce que ça m'inquiète, parce qu'on est vraiment, on veut que les parents soient avec nous, vraiment auprès de l'enfant, parce que de toute façon, la loi nous oblige, et puis on est tellement persuadé que l'enfant, si on ne prend pas en compte ses parents. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment vous vous êtes, pourquoi vous ne vous êtes pas senti considéré, impliqué dans l'éducation de votre enfant, le peu de temps où il était pris avec vous, par exemple. Alors, disons que moi, je viens de l'étranger. Je suis arrivée en France très jeune. En fait, je ne connaissais pas du tout tout ce qui est loi de l'enfant, tout ça. Donc, après, chez nous, c'est en Roumanie, alors c'est un peu pas pareil. Et disons que j'ai une mauvaise expérience en fait avec la PMI. Ça a commencé, c'est que en fait, quand je dis que j'étais plus parent, c'est parce qu'en fait, quand on demande de l'aide en fait à la PMI ou à l'assistance sociale, en fait, ils nous font des coups de radon, comme par exemple, moi, ça m'est arrivé que j'ai mon enfant qui est trisomique autiste, il y a eu une intolérance au gluten, c'est-à-dire qu'il allait beaucoup à l'hôpital. Et en fait, le service social avec la PMI m'ont fait signer un papier, par exemple, comme quoi j'ai autorisé les soins. Mais en fait, c'était une demande de placement en pouponnière assemblée. Du coup, je l'ai vécu très mal, parce que, bon, sachant, je fais confiance. Hein. Après, bon, on dit que normalement, qu'on demande de l'aide, c'est là pour protéger les enfants, pas pour les mettre à les prendre aux parents. Là, et puis, ça continuait avec, disons que dès que vous avez un enfant placé, parce que moi, j'ai d'expérience dans des victimes de violences conjugales, j'ai demandé, par exemple, un placement des enfants pour les protéger. Normalement, quand on demande une demande de placement, c'est pour les protéger, il y a une date de fin. C'est-à-dire qu'en petit à petit, vous faites votre vie, vous récupérez les enfants. À nous, c'était une éternité parce que ça met quand même plus de 8 ans pour les récupérer un petit qui, je l'ai placé, en fait, il avait à peine 18 mois. En fait, c'est là que je n'étais plus dans le rôle de parent parce que, vu qu'il était en famille d'accueil, en fait, la famille d'accueil, les services sociaux, ils prenaient ma place. En fait, dès que je disais quelque chose, ça comptait pas. Les rendez-vous médicaux, je n'avais pas le droit d'y aller. En fait, je me considérais comme si j'étais un danger pour l'enfant. C'est pour ça que je dis que j'ai eu des mauvaises expériences, parce que en plus que vous avez votre enfant placé, vous avez quand même des assistances sociales qui se permettent de dire à l'enfant qu'il doit choisir entre ses parents et sa famille d'accueil. Et ça, elle a confirmé, c'est pour ça que je le dis. Et là, on a pu, en fait, on se sent délaissé parce que, disons qu'on demande l'aide à la service social de l'enfance, mais en fait, ça retourne contre nous. En fait, il y a toujours un petit problème. Au lieu de travailler avec nous, en fait, on a l'impression qu'ils nous ont enfoncés. Parce que, disons que nous, c'est pour ça que ce dimanche, on a parlé beaucoup du placement, parce que on trouvait que l'éducateur, l'assistant social qui nous suivait, qui suit les familles, n'est pas assez présent. Parce que, disons que c'est pour ça qu'on demandait aussi que quand il y a un placement qui soit du juge ou qui soit de la famille eux-mêmes qui placent, avoir au moins des rendez-vous réguliers pour faire le point, pour expliquer aux parents pourquoi ils ont décidé qu'il y a le placement, il est plus long, pas donner des excuses bidons, et aussi mettre un frein. Parce que l'enfant, il vous demande, c'est quand je rentre à la maison et que vous dites, bientôt, vous avez l'assistance sociale derrière qui n'est pas contente parce que vous dites à l'enfant, vous lui donnez des faux espoirs.
Ouais, du coup, c'est vrai que c'est des mauvaises expériences parce que moi, quand je vois mon enfant qui a été placé à 18 mois, que là, il a quand même bientôt 13 ans, il est complètement détruit. Ça veut dire que j'ai toujours l'autorité dessus, mais on voit bien que le placement, en fait, ça, au lieu de faire du bien et avoir une protection, ça l'a ramené plus vers un enfant qui va vers la délinquance. Et là, le rôle de parent, en fait, on ne lui a pas donné d'éducation. Je ne l'ai pas vraiment eu. Du coup, je ne pouvais pas vraiment l'éduquer. Et c'est vrai que récupérer l'éducation d'un enfant qui était placé pendant des années et que les services sociaux n'ont pas travaillé avec les parents, c'est très dur. Très, très dur. Madame Anis, peut-être Madame témoigne de difficiles relations, expériences avec les travailleurs sociaux et la non prise en compte de son rôle de mère. Comment vous, en tant que chef de service d'un pôle en milieu fermé, vous allez expliquer, pas fermé. En tout cas, comment, en tant que travailleur social, ancienne de la prévention spécialisée, comment vous facilitez cette place pour la coéducation, pour ce pouvoir d'agir des parents et pour une réelle place effective de leur participation. Là, ce dont vous parlez pose aussi la question de l'évaluation. Qui c'est qui peut dire pourquoi à un moment donné des parents n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants? Et vous savez pourquoi. Vous le dites, vous saviez pourquoi vous ne pouvez pas vous occuper de votre enfant à un moment donné. Ça, c'est encore une autre histoire, mais bon, moi, je ne suis pas... Parce que quand même, une association comme Beau Ballon, nous, on n'est pas au départ de la décision. Quand des adolescents, parce qu'on travaille avec des adolescents et des jeunes adultes, sont confiés, c'est une décision soit du juge, soit de l'aide sociale à l'enfance. Donc nous, on n'est pas dans la sphère de la décision. Nous permettre peut-être dans la sphère qui permet l'affiliation, donc affiliation, c'est-à-dire d'être en lien avec les jeunes et leurs parents. Moi, j'avais envie de vous lire un petit peu un des principes organisateurs de Beau Ballon. On est en train de réécrire notre projet d'établissement. Donc, les outils de la loi 2002 disent permettent de définir comment on veut travailler et comment on travaille avec les jeunes et avec leurs parents. Donc, tout à l'heure, vous parliez du fait de la suppléance. Et avant substitution au Moyen-Âge, moi, j'ai commencé à travailler comme éducatrice en 91. La substitution, on y était encore. Même si les lois étaient passées. Je veux dire, j'ai eu de la chance de ne pas jamais travailler dans des institutions qui, je pense, donnaient du pouvoir sur les enfants et sur leurs familles. Mais quand j'ai commencé à travailler en 91, on signait pour les parents, tranquillou. On avait des bulletins scolaires, par exemple, et on envoyait une copie si on n'oubliait pas aux parents. Bon, je caricature un petit peu, mais on était vraiment là-dedans. Bon, par contre, on était assez proche des gens, puisque l'association avait déjà décidé d'intervenir sur un territoire. Et ça permet d'être dans une proximité et un des outils de pouvoir travailler avec les parents, c'est de travailler en proximité géographique également. Donc, quand j'ai commencé à travailler, il y a des jeunes qui viennent de la région parisienne, par exemple. Ça n'a pas duré longtemps. Le département des Côtes-d'Armor et des associations se sont vite opposés à ce qu'on sépare les enfants de leur famille de cette façon-là. Mais bon, on était quand même pas loin de ça dans les années, fin des années 80 quand même. Donc, je voulais juste lire ça parce que je trouve que c'est assez bien écrit. On parle de culture de la coéducation. L'institution a abandonné progressivement le fantasme de la réparation et la position toute puissante pour conquérir celle de la coopération et de la confrontation. Il ne s'agit plus pour nous de se substituer à la famille en la remplaçant,
mais de la supplier sur ce qui lui manque, en la respectant, en lui confirmant ses droits et en la valorisant sur ce qu'elle sait faire. La seule personne habilitée à éduquer l'enfant, c'est le parent. Cet énoncé permet de combattre les effets destructeurs d'un positionnement institutionnel où les parents étaient dépendants, déresponsabilisés, disqualifiés. Le principe de coéducation n'est pas utopique dans la mesure où le projet d'éducation est bien personnalisé, la place de l'éducateur et de l'institution repérée. L'outil de la coéducation est le projet d'éducation partagée. Je vous en parlerai tout à l'heure. Dès les premiers contacts avec la famille, nous recherchons à les associer en rappelant que parole et respect sont nos valeurs premières. Le respect total du droit des familles oblige l'institution à faire évoluer les pratiques professionnelles et l'organisation institutionnelle. Le droit des parents à être informés sur les conditions d'accueil, le droit à être associé à toutes les décisions concernant leur enfant. Rétablir droits et compétences parentales nécessite un lien de confiance et de proximité avec la famille, prendre du temps avec elle et se doter de nouveaux outils d'intervention et de conditions d'accueil adaptées. Ça, c'est notre déclaration, pas une partie, dans le projet d'établissement, qui est en cours. Hein. Vous avez la version, la primeur totale. Donc, comment on fait ça? Alors, on fait ça déjà quand on reçoit une demande pour accueillir un enfant. Une fois qu'on a décidé qu'on pense qu'on peut répondre aux besoins de l'enfant et de sa famille, on reçoit l'enfant et les représentants de l'autorité parentale. Alors là, vous disiez tout à l'heure que dans le cas d'une famille recomposée, on prend seulement la personne qui a l'autorité parentale. Voilà. Alors c'est des choses, ça aussi c'est des choses que j'ai connues il y a quelques 25-30 ans, où effectivement le beau-père, la belle-mère attend dans le couloir pendant que le parent qui a l'autorité parentale est dans le bureau, quoi. Donc c'est des choses qu'on voilà, on trouvait ça un peu normal. Hein. Ça, vraiment, je crois que ça évolue. Enfin, il faut que ça évolue, en tout cas. La personne, elle vient seule, avec son enfant, ou avec son conjoint, ou avec une personne qui va lui permettre d'être plus à l'aise et de se sentir soutenu. Donc, voilà. Le plus souvent, les parents viennent seuls. Enfin, la mère, le père ou le père et la mère viennent seuls avec leur enfant. Donc, moi, je suis présente. Il y a un éducateur présent. Quelquefois aussi, parce que moi, je travaille dans un service qui accueille des jeunes qui ont aussi besoin d'un accompagnement du côté du soin. Donc, quelquefois, il y a aussi l'infirmier ou l'infirmière, quelquefois, une psychologue. On fait un peu attention aussi à ne pas être trop nombreux, à pas... que les parents n'arrivent pas devant 4 ou 5 personnes qu'ils n'ont jamais vues. Donc, on essaie d'être au maximum 2, et si on est plus nombreux, on a déjà prévenu par l'intermédiaire du référent ASE, on essaie de prévenir qui sera là. Voilà. Comme ça, quand on arrive, on sait à quoi s'attendre. Donc, on présente les services, on propose aux parents de visiter. Enfin, là, j'avance un peu vite, parce que la première chose qu'on fait, c'est de se présenter et d'entendre la demande des personnes. Voilà. Voilà ce que nous on propose. On connaît un petit bout de votre histoire, on a déjà lu un petit dossier, on a quelques éléments. Donc moi, je dis aux gens, j'ai quelques éléments sur votre vie, sur ce qui est difficile. Le dossier que j'ai là, si on fait affaire, il sera classé. Hein, il y aura un seul dossier où on mettra tous les documents concernant votre enfant. Si jamais, à l'issue de cet entretien, vous me dites non, mais nous, on n'a rien à faire avec ces gens-là, je ne vois vraiment pas comment ils pourraient nous aider, le dossier est détruit. Je suis dans cette façon-là d'être avec les gens. Donc, une fois qu'on s'est présenté, que les personnes, si elles le peuvent, ont pu un peu dire ce dont elles avaient besoin, nous, on se revoit en équipe. Et ensuite, on transmet que voilà, nous, on pense qu'on peut donner un coup de main, répondre aux besoins de cet adolescent et de sa famille. En général, on fait cette réponse-là au référent ASE qui fait la demande et qui transmet aux parents.
et les parents et le jeune. Voilà. Est-ce que les gens ont vraiment le choix? Oui, légalement, ils ont le choix. Ils peuvent refuser une prestation. Moi, ça ne m'intéresse pas de cet endroit-là. Je ne veux pas que mon enfant aille dans cet endroit-là. Ça arrive assez rarement. Voilà, parce que, bon, peut-être parce que quand on reçoit les gens, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir faire quelque chose. Alors après, est-ce que les parents peuvent s'autoriser à dire non, ça ne m'intéresse pas, moi, ces gens-là? Je ne sais pas. Voilà, une fois que les parents ont dit OK, on se revoit pour signer ce qu'on appelle le document individuel de prise en charge, un des outils de la loi 2022, où et dans ce document, il y a un espace où c'est un écrit, hein, où les parents et le jeune présent peuvent dire voilà ce que je suis. Enfin, moi, la seule chose que j'attends, c'est qu'ils puissent au minimum dire je suis d'accord avec la proposition qui m'est faite d'accompagnement. Et dans la proposition d'accompagnement, il y a la participation des parents. Et la certitude et l'affirmation que le parent conserve l'autorité parentale pleine et entière. Donc la certitude que les parents ne seront forcément consultés sur toutes les décisions à prendre pour leur enfant. Il y a peut-être le fait aussi que vous êtes une structure à taille humaine, ce n'est pas une grosse structure, par rapport au propos tout à l'heure de Manon Canval qui disait que la proximité est importante. Vous l'avez dit, des fois, si on parle à des gens qui on ne sait pas qui va prendre la décision, ben on n'y croit pas, on a peur d'être dupé, quoi. Et moi, je crois beaucoup à ça. Si on promet quelque chose aux parents, il faut les tenir, quoi. Le fait d'être parfois des structures à taille, je dirais, humaine, on sait que le parent qui va vous rencontrer, l'équipe, ce sera toujours les mêmes interlocuteurs. On essaye de faire en sorte que l'éducateur présent devienne celui qui sera référent de la situation. Donc les parents, tout de suite, ils ont le nom de la personne. On a un petit flyer où il y a un espace pour mettre des notes, où on peut mettre le nom de la personne qui sera référente. Voilà. Et ensuite, donc après, c'est un peu plus le travail des éducateurs qui définit, enfin, une fois qu'on a signé le BIPC, on rencontre un peu le jeune, voilà, on est forcément aussi en contact avec la famille, puisque les jeunes rentrent le plus souvent quand même régulièrement à la maison, donc les éducateurs rencontrent les parents de façon un peu informelle comme ça. Au bout d'un à 2 mois, on fait un premier écrit. Donc toute cette procédure, elle est expliquée aux parents aussi. Quand, les parents, ils savent qu'on va rendre des comptes. Hein, on accompagne un enfant, on va rendre compte de notre travail. On n'écrit pas sur les gens, on écrit pour les gens et on rend compte du travail qu'on fait. Donc les parents savent que, en tout cas avec moi, il y aura des points étapes. À 2 mois, au bout de 2 mois, on fait le point, où on en est, voilà ce qu'on avait un peu décidé au départ, on en est où, qu'est-ce que, voilà, vous en pensez, tout ça. Et soit on continue, on se dit, bon, ok, on est pas mal là, on continue comme ça, soit on redéfinit d'autres objectifs, et on se revoit 6 mois après, au minimum. Hein, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, au bout de 6 mois, les éducateurs doivent faire un nouvel écrit. Voilà. Et ensuite, on fait aussi un écrit à la fin de la mesure. À 2 mois avant la fin de la mesure, on fait un écrit qu'on appelle d'orientation. Et là, on fait des propositions pour la suite de l'accompagnement. Donc, à chaque fois, il y a un écrit. Alors, ça, c'est la règle. C'est comme ça qu'on devrait faire. C'est pas facile à tenir. On rencontre les parents pour leur restituer l'écrit, pour dire voilà ce qu'on a écrit. Alors les parents, ils peuvent être d'accord, pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, on peut noter le désaccord, on discute. Donc, en fait, on le fait beaucoup avec les ados. On arrive vraiment, je pense, on y est, ça a mis du temps, on y est à écrire et à transmettre ce qu'on écrit aux adolescents. Avec les parents, ça demande vraiment un investissement des professionnels de terrain. Moi, je me bataille un peu sur le sujet
Parce que quelquefois, on est embarqué, et enfin voilà, vous avez dû entendre ça, ou peut-être que vous l'avez déjà dit, vous aussi. Nous, on s'occupe des jeunes. Nous, on est du côté du jeune. Ouais. Mais concrètement. Parce que c'est bien. Être du côté du jeune, c'est être avec les parents. Voilà, j'arrête de parler. Peut-être, Gwen, vous pouvez parler de la feuille de rencontre, justement, parce que c'est une feuille qui a été pensée entre les professionnels et les parents. Peut-être vous pouvez parler de la feuille de rencontre, justement, et pourquoi il y a ce contenu-là. La feuille de rencontre, elle a été construite, encore une fois, dans l'histoire de confiance, où certains parents avaient l'impression d'avoir des devoirs envers les services sociaux, alors que les services sociaux, eux, de leur côté, n'en avaient pas forcément, alors qu'on travaille d'accompagnement et qu'on a une certaine attente vis-à-vis des services sociaux. Donc, sur cette feuille, on a prévu de pouvoir noter à chaque fois ce à quoi s'engage le parent et ce à quoi s'engage le professionnel, pour que voilà, chacun puisse, de son côté, tenir ses engagements et qu'on ait une preuve le jour où on vous dit, comme elle dit, je sais plus ton nom, Claudia, on lui a proposé de placer son enfant pour un temps limité, mais il n'y a pas de fin en fait. Et ce qu'on veut, c'est que sur le document, voilà, il y a un projet, il y a ces problèmes qui vont là. Nous, on va vous aider à évoluer là-dessus. Et quand vous aurez évolué là-dessus, à la fin, on vous rendra l'enfant. Ou continuer si on n'a pas réussi à évoluer. Et du coup, ce document permet justement de pouvoir noter tout ce que les parents ont pu faire comme évolution, pour aussi le jour du juge, quand on va au jugement, montrer, voilà, on a toutes les feuilles. Moi, je vais t'engager, par exemple, alors c'est des choses qui peuvent être simples pour certains parents, non, qui peuvent être compliquées, mais qui sont simples. Par exemple, le parent va s'engager à emmener son enfant à l'école, lui préparer des repas, l'emmener voir le médecin si le suivi médical n'est pas fait. Et ben, avec cette feuille de suivi, et on a la preuve que voilà, vous m'avez demandé de faire ça, ça, ça. Moi, je l'ai fait. Sur chacun de mes entretiens, on m'a demandé de faire ça, j'ai fait, j'ai montré que je pouvais faire les choses, que je pouvais évoluer. Et de l'autre côté, le service social, si je fais une demande d'ADMR, si je fais une demande d'accompagnement sur l'école, la scolarité, on s'est retrouvé quand même beaucoup de parents se rendent compte que les services sociaux nous proposent des choses qu'ils ne font pas derrière. Voilà, vous m'avez dit que j'aurais droit à un accompagnement, maintenant je veux cet accompagnement-là. Et en fait, ça nous permettait en fait d'avoir un suivi écrit qui puisse nous permettre et d'avoir une bonne communication avec le service qu'on a là et les supérieurs, parce qu'on a aussi le cadre de certains parents qui ne s'entendent pas avec leur référent et qui veulent pouvoir communiquer plus haut. Voilà, là ça va pas, lui il fait pas ce qu'il a à faire ou moi, quand il y a du conflit quoi. Mais c'est vraiment une feuille de suivi et qui permet aussi d'un rendez-vous à l'autre de savoir qu'est-ce que pour le parent se rappeler qu'est-ce qu'il a à faire ou c'est vrai. Oui, parce que quand même le point de départ de la feuille de rencontre, le point de départ quand même que vous avez soulevé pour les parents, c'est de dire quand vous venez, on veut savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Oui. Et les parents, vous avez beaucoup pointé le fait que les objectifs qui étaient donnés aux parents étaient des objectifs qui étaient plutôt vagues, que ça ne voulait pas dire grand-chose, que c'était bien beau de dire, je sais pas, être plus. Vous aviez l'exemple de avoir plus de complicité entre parents et enfants. Voilà, sur des sujets comme ça parlait pas franchement, et que si on n'avait pas des objectifs très précis, très concrets, comment est-ce que les parents pouvaient, eux, faire part du fait qu'ils avaient fait les choses et que ça avait bougé, et comment les travailleurs sociaux pouvaient mesurer les avancées ou voir les difficultés s'il y en avait. Donc en fait, la feuille de route, c'était l'idée des parents, mais aussi des professionnels qui se sont mis d'accord pour dire, c'est vrai que si quand on a une mesure et quand il y a des objectifs, il faut que les objectifs, on arrive à les poser de manière tellement concrète que pour les parents, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, je dois faire concrètement, je ne sais pas, par exemple, je prends l'engagement de jouer au moins une fois par semaine un jeu de société avec voilà, des petites choses comme ça. Et ça paraît évident quand les parents en parlent, ça paraît évident quand les professionnels discutent de ça, mais sur le terrain, dans la vie un peu ordinaire, on est plus en effet sur des objectifs qui sont assez flous.
donner, et je reprends aussi ce qui a pu être, je rebondis sur ce qui a pu être dit dans la conférence, mais si on n'a pas les raisons précises, l'explication, le point de départ, si on n'a pas les objectifs, si on ne sait pas exactement ce qu'on attend, ben, ça peut durer longtemps, et ça reprend ce que vous disiez, ça peut dire, sur quand est-ce que ça finit cette affaire. Voilà, donc c'était l'objet de la feuille de route, et cette feuille d'entretien, donc c'est en termes d'écriture, c'était de savoir aussi que cette feuille, elle soit très synthétique, qu'elle soit rapide à lire pour le parent, que ce soit simple et écrit de manière lisible, puis pour les professionnels aussi, que ce ne soit pas une espèce de note ou enfin, quelque chose de simple, et que d'entretien en entretien, ben, on puisse... voilà. Il faut que sur les feuilles de route, entre chaque rendez-vous, on ait un objectif qui soit simple et réalisable. Et si on se rend compte que le parent n'est pas capable de réaliser quelque chose de simple, ben, on change d'objectif. Parce que l'idée aussi, c'était de toujours apporter un positif. Cette feuille de route permet de montrer quels accomplissements on arrive. Et si on n'arrive pas à cet objectif-là, on avait un moment qui n'a pas pu venir, par exemple, elle n'arrive pas à sortir de chez elle. Sauf que les gamins, il faut les sortir aussi de temps en temps. L'objectif était simple, c'était de montrer, voilà, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, est-ce que tu as réussi à sortir ton enfant ou pas? Donc c'est un objectif simple. Et si on se rend compte qu'on n'est pas capable de faire ça, on va chercher autre chose qui va attirer son courage positif. Voilà. C'est là qu'on devient partenaire. C'est ça. On crée un partenariat de toute façon. Et ce que les parents disaient, qui était vraiment très illustratif, je ne sais plus. En fait, c'était pour décrire un objectif de manière précise qui nous parle à nous parents dans notre réalité, dans notre quotidien. Et puis, laissez-nous avoir des idées, laissez-nous proposer. Nous, on veut un objectif global, et nous, on peut chercher et on peut faire des propositions, et on veut dire, par exemple, je prends l'engagement de faire ceci, de faire cela. Et si c'est quand vous voyez que nous, on n'a pas vraiment d'idée, et bien à ce moment-là, que le parent puisse vous dire, donnez-moi une idée, je ne sais pas. Et vous disiez, et je le recite parce que ça m'est bien resté en tête, vous disiez, il faut laisser grandir l'imaginaire. Non, faut laisser grandir l'imaginaire, que vous disiez. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce souci-là. En tout cas, je parle pour vous, mais vous pouvez me corriger, peut-être que j'interprète. Mais en tout cas, il y avait vraiment ce souhait, ce besoin, en tout cas, d'avoir vos propres idées d'abord, et puis ensuite l'aide du travailleur social, éventuellement, s'il n'y avait pas d'idée. Oui, je crois que c'était ça. On va peut-être prendre aussi des réactions, des questions de la part des étudiants. Des fois, c'est intéressant le propos là, parce que des fois, on insiste beaucoup quand on est formateur sur le travail des objectifs, avoir des objectifs mesurables. C'est quoi un objectif? Et vous, par vos propos, vous illustrez très bien pourquoi on est un peu casse-pied lorsqu'on nous met favoriser la socialisation des enfants. Oui, mais concrètement, ça passe comment, hein? Développer l'autonomie de l'enfant. Ah oui, donc comment? C'est prendre le bus, c'est peut-être se laver tout seul. Donc c'est pour ça que, comme vous dites, faut que dans la communication, on se comprenne, quoi. Voilà. Bon, place aussi aux questions, réactions. Peut-être que vous avez vu aussi des pratiques qui vous interrogent. Oui. Est-ce qu'on peut laisser les 5 dernières minutes à Gwen, parce qu'elle doit va à 4h30. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des choses. Allez-y, Gwen. C'est ça. Ou peut-être qu'il y a une question, aussi à Gwen. Je viens juste dire un truc, mais je ne sais pas si je suis à l'ouest. Ah, mais c'est pas grave. Juste repréciser, moi, pourquoi je suis intéressée dans ce truc-là, en fait. En fait, moi, à la base, je suis une enfant qui est placée. J'ai connu pas mal connu le foyer, l'orphelinat, la famille d'accueil, le centre, un peu tous les trucs des services sociaux. Moi, mais aussi tout ce qui est mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, on vient d'enfants placés. Aujourd'hui, j'accueille des enfants en qualité de tiers confiant. Donc, ça permet de ne pas placer les enfants dans des familles d'accueil. C'est quelque chose qu'on voudrait mettre aussi en avant. Voilà. Et ce qui a fait que j'ai atterri ici, la Centre social me l'a proposé, c'est parce que donc on vient dans
comité de parents, mais moi, c'était aussi pour porter un peu plus la voix des enfants. Parce que j'estimais que quand j'étais enfant, à aucun moment, et ça revient un petit peu dans ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la place du parent, à aucun moment on m'a proposé de dire les choses. Et moi, j'ai eu énormément de chance parce qu'entre guillemets, j'ai été sauvée par la DAS. Mais mes cousins, mes cousines, ça n'a pas du tout été le cas. Ils ont été placés dans de très mauvaises familles d'accueil. Et à aucun moment, on a demandé à l'enfant qu'est-ce que lui pensait. À aucun moment, on l'a écouté en dehors de la famille d'accueil. Il n'a jamais pu parler parce qu'il n'a jamais été en dehors de cette famille d'accueil. Les enfants ont la pression parentale régulièrement. Les enfants ont la pression des familles d'accueil. Il faut, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous allez être assistante sociale, prenez les enfants. Aujourd'hui, quand j'accueille les enfants en qualité de tiers confiance, ça fait 6 ans que je les accueille. J'ai droit à 4 assistantes sociales différentes. 4 assistantes sociales en sachant que vous avez 30 gamins, donc on ne vous voit pas souvent. Les suivis ne sont pas souvent top. Là, j'ai beaucoup de chance d'en avoir une aujourd'hui qui est top. Mais sur les 4 assistantes sociales, jamais on a demandé à prendre les enfants et à les emmener. Aujourd'hui, cette assistante sociale-là l'a fait. Prenez les enfants, emmenez-les dans un cadre autre que la maison. Là, l'assistante sociale, elle les emmène au parc, elle les emmène au restaurant. Mais elle m'a demandé, est-ce que moi, je suis d'accord de lui laisser les enfants seuls? Et je pense qu'il ne faut pas le demander. Il ne faut pas le demander. Vous prenez les enfants et vous leur accordez un temps seul, sans parents, sans famille d'accueil, tout ça, parce que c'est hyper important de pouvoir communiquer avec eux. Et cette parole-là est enlevée, je pense. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez, parce que quand vous dites on enlève la parole le rôle de parent, un truc tout bête, mais moi, quand j'étais enfant, ma mère a eu des soucis. Bon, après, c'est un mauvais exemple parce que j'avais une mauvaise mère, mais elle a eu des soucis et je voulais sortir de mon lycée pour pouvoir aller la rejoindre. Ma mère avait de l'autorité parentale. J'étais placée à la base. On a le droit de placer ses enfants de son propre gré. Je ne sais plus comment, mais voilà. Et on m'a dit, mais non, en fait, ta mère, elle n'a aucun pouvoir de décision sur ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée fuguée, en fait, tout simplement. Alors, ma mère avait l'autorité parentale. On a enlevé à ma mère ce droit où ma mère avait écrit un mot. Elle avait dit, voilà, mon enfant va revenir à telle date. Et bien, je n'ai pas eu le droit parce que j'étais une gamine classée. Et on n'a pas du tout écouté ni ma mère ni moi-même. Je me suis retrouvée à fuguer. Je me suis retrouvée à sortir complètement du service de l'ASE. Et entre guillemets, j'étais abandonnée par le service qui m'avait sorti de toute cette galère et qui m'avait vraiment sauvée. Et bien, résultat, quelques jours après, j'étais enceinte et on va drouiller n'importe où. Et je trouve ça vraiment dommage qu'à ce moment-là, on n'ait pas encore donné une place d'enfant, de pouvoir dire, de pouvoir parler, de pouvoir garder cette aide parce que j'avais une confiance vis-à-vis des services sociaux. Et il faut créer une confiance vis-à-vis des parents, mais il faut aussi la créer vis-à-vis des enfants. C'est hyper important. Voilà, c'était pour ça que j'avais trouvé là. Merci. C'est ça rejoint vous pouvez le retrouver sur le site, le rapport de Gauthier Arnaud ou Arnaud Gauthier Maker, qui a fait le rapport sur à hauteur d'enfant, qui parle justement de la parole des enfants, pour faire bouger un peu les choses, parce que lui, elle a fait un enfant placé. Oui, mais ça fait quand même plein d'années maintenant que j'ai été placée, et aujourd'hui, quand j'accueille les enfants, je vois les mêmes failles. Je vois les mêmes failles, je vois les mêmes d'évolution, et je ne comprends pas en fait qu'à ce jour, les assistantes sociales n'aient pas encore ce réflexe de dire non, mais le gamin, il est quand même au cœur de tout ça, il faut que je l'écoute. Alors, vous êtes quand même formés, vous savez reconnaître un petit peu l'aliénation parentale, mais aussi, je pense, tout ce qui est famille d'accueil. Moi, j'ai eu du bol de tomber sur des bonnes familles d'accueil, mais les familles d'accueil font une pression sur les enfants. Il faut prendre aussi. Et oui, il y a des bon, on ferait ça. Mais il faut, moi, je suis venue là-dedans pour pouvoir demander à ce que les enfants soient entendus. Et voilà, c'est ça que j'avais à dire. Prenez les gamins, quand vous serez sur le terrain, prenez les gamins. Vous avez un petit budget en plus, je crois qu'il vous a loué pour pouvoir les emmener quelque part. Vous les prenez en dehors de tout adulte de leur milieu. Et puis tutoyez-les. Non, mais c'est hyper important de tutoyer parce qu'il faut cette relation de proximité. N'ayez pas peur c'est pas vos gamins, mais n'ayez pas peur de leur faire des bisous, des câlins. C'est des gamins que vous allez accompagner. Il faut vraiment créer une relation de confiance avec eux pour pouvoir les écouter. Là, moi, j'ai le cadre actuellement de ma filleule qui vient de partir en famille d'accueil. Ça fait 1 an et demi qu'elle fait une demande de placement, 1 an et demi qu'elle dit à son assistante sociale, ça va pas dans la maison. Elle a mis 1 an et demi avant d'avoir une famille. Les autres sont restés dans la famille. Les autres sont clairement, il y a un réel danger, mais ces gamins-là, on les écoute même pas. En fait, et comment ça se fait que ces gamins-là ne sont pas entendus? Moi, je trouve ça vraiment. Après, si c'est chez les parents, là, par contre, c'est piqué. En fait, quand le parent il dit non, il n'y a pas de souci, on y va, on va t'enlever ton enfant. C'est ça, parce que là, il y a des bons, quoi. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais moi, c'était vraiment ce pourquoi j'avais atterri dans ce truc. Mon assistante sociale m'a dit venez en parler. C'est pour ça qu'avant de partir, je vous dis. Merci.
moi, je parle particulièrement des parents, parce qu'on est là, effectivement, sur la parole des enfants et développer une capacité d'agir des jeunes qu'on accueille, on y est depuis longtemps. Nous, notre projet, le PEP, là, le projet d'éducation partagée, qui est notre outil de suivi des accompagnements, on l'avait mis en place avant la loi 2022. Donc là, c'est sur l'expression et des parents et des enfants. Il y a je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, dans des établissements comme les nôtres, la loi nous oblige, mais on l'avait déjà fait avant, je me rappelle, à faire un conseil à la vie sociale. Donc le conseil à la vie sociale, parce que après ça peut être organisé de façon différente selon les établissements. Nous, une fois par trimestre, la directrice est présente avec un chef de service qui est un peu référent de ce dispositif. Et donc le CDS, on appelle ça CDS, regroupe un représentant des jeunes de chaque service, un représentant des éducateurs. Et donc c'est un temps de discussion sur comment ça se passe dans les services, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, comment on pourrait améliorer les choses. Les jeunes font des propositions, la directrice les entend, et après les décisions sont prises à l'endroit où elles doivent être prises. Le CDS, normalement, il y a les parents. Et, moi, ça fait longtemps que je travaille à Beauvallon, et je me rappelle, une fois, il y a eu des parents qui sont venus. Au départ, il y a eu des gens de l'UDAF qui venaient, l'Union départementale des associations familiales, qui représentaient les parents. Ça s'est arrêté, je ne peux pas vous dire pourquoi. Après, je me rappelle, une fois, il y avait un couple de parents qui étaient là. Et puis après, je ne sais pas, on n'arrive pas, on ne fait pas comme il faut, je ne sais pas, on cherche un peu comment développer cette instance et avoir des parents. Alors, quand j'entends vos collectifs, là, peut-être qu'on pourrait faire affaire. Il faut que les parents parlent entre parents. Oui, c'est ça. Ils ont plus confiance, ils n'osent pas. Oui, c'est ça. Oui, De toute façon, il y a une réelle cassure entre les usagers, comme ça, entre les usagers et les services, pour, je pense, récupérer ces usagers. Vous avez osé, là. Oui. Pourquoi vous avez osé? Peut-être que vous pourriez parler de votre idée, là, sur le carnet, de mettre Dans notre carnet de route, à la fin, on parle du comité d'usagers et du fait que pour rejoindre le comité, il fallait contacter Madame camarade Marguerite. Mais en fait, on se dit que pour récupérer les parents, c'est le bouche à oreille. Mais pour que le bouche à oreille marche, il faut que les comités marchent, et il faut que ce qu'on a fait, il faut que ça aille quelque part. Il faut que ça... Parce que là, on a tous été... donc on a travaillé 3 jours et demi, sur une période étalée. On a eu un rendez-vous il n'y a pas très longtemps avec des services. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer que tout ce qu'on a fait là, ce carnet de route, il va vraiment exister, cette feuille va vraiment exister. Et quand on aura vu, mais on pourra dire aux autres familles, tu vois, en fait, nous, ça buguait. On a été à ce truc-là, et bien, tu vois, notre parole, elle est entendue aujourd'hui, ce que tu vois là, ça a été fait. Et du coup, c'est du bouche à oreille, ça va être appelé les autres familles. Moi, par exemple, je ne connais pas trop de familles qui sont accompagnées. Par contre, je suis dans un réseau de tiers confiants, et juste après la réunion qu'on avait fait, je lisais sur des forums des trucs où tu te dis, mais nous, on a de la chance dans le département 22 d'être quand même bien écoutés. Et je voulais leur parler de ce comité, leur dire, vous savez, vous pouvez créer ce comité, et je pense que c'est le bouche-oreille qui va faire qu'on va pouvoir venir vers vous. Et le fait qu'on vienne vers vous, vous faites quelque chose de concret pour de vrai, qu'il se passe vraiment quelque chose, et pas juste du blabla. On a parlé pour parler, en fait, parce que là, aujourd'hui, notre truc, là, il se met en route, mais la question sur laquelle on a répondu, elle date du truc d'il y a 3 ans. Donc, il faut faire les choses un peu plus rapides. Et une fois que ça marche, je pense que ça va attirer du monde. Et que ça se fait au service social. Ouais, je pense vraiment que... Pardon. Je pense vraiment que pour attirer les parents, il n'y a que le fait de faire vrai avec les parents que vous avez déjà. Si vous faites vrai avec les parents que vous avez déjà, voilà, nous on en parle entre nous, forcément on dit attends, viens voir dans ce truc-là, on peut parler, on peut être accompagné, on peut faire avancer les choses ensemble. C'est le bouche à oreille. C'est vrai que la question d'amener la participation, on en parle, ça peut paraître simple, ça peut paraître assez évident, tout le monde en parle partout. Et en fait, on ne peut pas faire de participation, évidemment, si on n'a pas les personnes usagers des services. Si on est que des professionnels, il n'y a pas de participation. Donc, la motivation, elle est là. L'incitation légale, les recommandations de loi est là. La définition du travail social, la nouvelle définition du travail social pose aussi
le fait de s'appuyer sur le savoir aussi d'expertise des parents. On a plein de choses, mais ça ne suffit pas parce qu'on a aussi à savoir. On a essayé pour construire les comités d'usagers, pour inviter les parents à venir. On a fait des réunions dans les MDD en parlant aux professionnels pour dire bon, on va mettre ça en place, voilà comment on va le faire, parlez-en aux parents. On a fait des rencontres avec les associations pour dire aux associations on va faire ça, voilà, parler aux parents. C'est vrai que les associations nous ont dit globalement oui, c'est super votre projet, c'est très bien, mais voilà, il faut aussi que vous ayez conscience que les personnes, bon, elles ne sont pas trop intéressées à aller venir travailler avec des travailleurs sociaux, ils n'ont pas trop envie d'aller dans le... Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Moi, si je peux me permettre. Moi, je n'ai parlé de comité d'usagers à certains parents, qui d'ailleurs ne sont plus du tout en lien avec les services sociaux dans le cadre d'emplacement. Et les réponses que j'avais, c'est plus la colère que le parent est là et ils veulent plus voir même en peinture les services sociaux. Et ça, c'est en fait nous, le comité d'usagers, ça fait qu'on souhaite que ça va très loin. C'est qu'en fait, on veut que les parents, en fait, le but du groupe, c'est que les parents ne viennent pas régler leur compte avec les services sociaux. C'est justement pour prendre confiance et aussi de côté des services sociaux aussi. C'est qu'il faut qu'ils se remettent en question aussi et travailler de mieux qu'on peut. Je veux dire, il faut que les parents, ils aillent, quand ils vont aller demander et des parents qui viennent vous voir pour vous demander de l'aide, parce que l'enfant, ils n'en peuvent plus côté autoritaire ou je sais pas, ils sont surpassés. Vous avez un enfant qui partout où il passe, ça se passe mal partout. Il faut que les parents, quand ils viennent vous demander de l'aide, pas les juger. En fait, vous essayez de... je ne vous demande pas d'être de côté de parents ni d'enfants, mais en fait, essayez de trouver où il y a un souci. Et comme elle disait, prendre les enfants, justement, pas juste leur payer des McDo, parce que les miens, ils vont juste pour des McDo. Les enfants, il faut aussi créer en confiance avec eux, parce que les enfants, ils ont peur de parler. Moi, par exemple, mes enfants qui passaient dans le juge devant l'assistance sociale, ils me disaient, maman, je dis quoi? En fait, ils avaient peur que qu'est-ce qu'ils vont dire, ça va retourner contre la famille. Tellement ils ont peur d'un placement, parce que c'est vrai que dès qu'il y a un petit souci à la maison, les services sociaux, c'est quoi? On place l'enfant. C'est la facilité. Et c'est pour ça que dans le comité d'usagers, on a dit qu'il faut trouver des solutions avant le placement. Après, il y a des parents, oui, vraiment, les enfants, ils sont en danger. Je n'ai vu, j'ai signalé, c'est jamais abouti. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment aller dans le cœur de la famille, en fait. Il faut vraiment que les parents ils prennent confiance. C'est pour ça le but que les services sociaux ne soient pas en début, en tout cas à Dinan, je sais qu'il y a beaucoup. Nous, on ne souhaite pas que les services sociaux soient dans le groupe, parce que nous, on a eu en groupe de comité une maman qui avait pété les plombs dans la salle. En fait, elle a juste vu une nation sociale et ça n'allait pas. Du coup, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de parents qui sont au bord d'un suicide, ils ont plus confiance. C'est vrai que moi, si je suis passé un message, c'est que même si j'étais en colère contre le service social, en fait, je n'avais pas raison tout le temps. J'ai eu des torts, mais il faut aussi que les services sociaux ils disent, c'est pas parce que c'est des professionnels qu'ils ont toujours raison. Je vais partir. Je vais juste dire un truc pour répondre à votre question. Comment faire venir les gens? Eh ben, il faut utiliser la colère, il faut utiliser le manque de confiance qu'ils ont les gens. Et nous, on a beaucoup relevé le mot positif par positif, c'est-à-dire que la personne, elle est en colère après les services sociaux, il y en a beaucoup, vous n'êtes pas très aimés. Mais c'est un manque de communication. En fait, les gens sont en colère parce qu'ils ont voulu demander d'aide et au final, ils se sont sentis volés. Et t'es en colère, d'accord, t'es en colère, viens nous en parler, viens, parce que ta colère va servir à faire avancer les choses. Tu manques de confiance, viens nous en parler, parce que grâce à toi, peut-être qu'on pourra recréer une confiance. En fait, c'est ça. Il faut se servir de tout ce qui est négatif pour l'attirer vers le positif. Après, quand on est dans le positif, c'est mathématique, positif, c'est ça. Il faut vraiment se servir de privilégiés. Merci.
retourne une dernière fois vers la salle. Question? S'il y a des questions Voyage. ou même des réactions sur le fait que vous ne soyez pas très aimés. Oui. Oui. C'est juste une question par rapport aux freins que peut être engendré au niveau de la parentalité, ou même au niveau d'un point de vue de l'enfant. Est-ce que c'est un frein par rapport à un manque de visibilité des structures qui peuvent accompagner le parent ou l'enfant, du coup, par rapport à ça aussi, ou un manque de communication, comme vous le dites pertinemment, mais est-ce que la visibilité du nombre de structures potentielles dans l'accompagnement peut être engendrée aussi? Si vous avez compris ma question. Non. C'est plus sur le fait même en fait que quand un parent a besoin d'aide ou s'il cherche une solution par rapport à son enfant ou ne sait pas forcément tous les dispositifs du coup actuels qui sont possibles pour lui dans ce genre d'accompagnement, est-ce que justement le manque de visibilité sur cette question-là est quand même... Je crois pas que... Enfin, je vais répondre oui, allez-y. De mon point de vue. Je ne crois pas que la difficulté soit là. Je ne pense pas parce que je pense que la difficulté, en tout cas sur le champ de la protection de l'enfance, ça je te dis bien, mais je pense que la question de la confiance, mais peut-être je dirai tout à l'heure, mais je pense que la question de la confiance, elle se situe dans la capacité à comprendre qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je dois faire et pourquoi je dois le faire et quand est-ce que ça doit se terminer. À partir du moment, je le dis de mon point de vue, à partir du moment où le parent ou la personne concernée n'a pas ces éléments et que ça veut dire qu'elle peut naviguer à vue longtemps, hein, comme disait l'autre, l'horizon, c'est le truc qui recule au fur et à mesure que j'avance. Donc, mais je pense que c'est ça, parce que la question de la visibilité des dispositifs, non, je pense que les parents ont accès quand même à l'information autour des dispositifs. Et je pense que sur le champ de la protection de l'enfance, oui, il y a vraiment une question autour de la colère que peuvent ressentir les parents, parce que souvent, très très souvent, ce qu'on entend quand même de la part des parents, très très souvent, et il n'y a qu'à regarder un peu tous les travaux qui sont faits avec des parents, c'est toujours la question du motif. Pourquoi? Même pour l'enfant, la question du motif d'un placement, par exemple, elle est toujours là. Et pourtant, les professionnels peuvent dire, ben si, j'ai expliqué. Mais bien sûr que j'ai expliqué aux parents, mais bien sûr que j'ai expliqué à l'enfant. Et je pense qu'en fait, il y a un problème en termes de communication, de clarté de communication. Et ce que nous disent les parents, et que ce soit dans ces comités d'usagers-là ou ceux de 2019, c'est la question, ce qu'ils nous disent, c'est soyez clairs. Ce que vous avez à dire, ben, dites-le, arrêtez de tourner autour du pot et dites-nous les choses. Et je pense que ça se situe là. Après, c'est vrai que quand on sur les principes, parler de la participation, du développement du pouvoir d'agir, c'est très séduisant. Mais ça demande en effet une évolution vraiment de pratique. Et c'était intéressant dans le contenu de la conférence de ramener l'histoire de la protection de l'enfance assez béaba. On est parti sur la période du Moyen-Âge. Et le temps long de la construction de la protection de l'enfance, et surtout que c'est quand même un champ où la culture orale est importante. La culture orale est importante. Donc, en fait, on a encore beaucoup de choses très traditionnellement ancrées dans le passé et qui fait que même si les lois, parce que si on regarde les lois, si on reprend 1984, si on reprend 2002, si on reprend, etc., on voit bien qu'il y en a eu des lois pour nous dire, pour nous rappeler, pour nous inciter, et puis peut-être de plus en plus pour nous obliger à nous appuyer sur la compétence des parents. Ben oui, c'est vrai que ça s'impose, mais ça ne s'applique pas de manière systématique. Il y a vraiment une évolution qui est en cours, qui va aller de plus en plus vite. Et voilà, je donne mon point de vue par rapport à la question. Moi, juste sur ça, effectivement, les choses sont en train de changer. Moi, il y a un truc en ce moment, on est en train de travailler là, donc dont les gens parlent, dont certaines personnes parlent depuis longtemps, mais on est en train de passer d'un modèle clinique à un modèle civique. C'est-à-dire que vous avez sûrement... On a besoin de comprendre ce qui se passe. On a besoin
de comprendre la souffrance des jeunes, la souffrance des parents, tout ça. Mais on doit aussi, alors, là, il y a un auteur que j'aime bien qui dit qu'on doit le mettre en tension avec le modèle civique, c'est-à-dire un modèle reconnaissant prioritairement la personne accompagnée comme un citoyen disposant de droits et d'un pouvoir d'agir. C'est exactement ça. On est vraiment là-dedans. Alors pourquoi c'est vrai que les systèmes de protection de l'enfance sont peut-être pas très transparents, ne se mettent pas beaucoup en avant, communiquent assez peu. Donc je pense qu'on a du progrès à faire là-dessus pour plus non plus avoir, je sais pas honte, mais pas loin, ou pour vouloir absolument cacher, peut-être aussi, hein, de ne pas vouloir, je sais pas. Moi, je quelque chose à dire justement pour la question. Je pense que les assistants sociaux, en fait, ils n'osent pas dire aux parents leur pensée vraiment, peut-être pour peur de se faire agresser, ou peut-être que le parent, on peut penser peut-être que le parent ne peut pas comprendre, mais il faut essayer quand même de dire la vérité. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce que si vous dites une chose aux parents et finalement avec le chef de service, vous faites autre chose que le parent, que vous avez dit aux parents, c'est pire, parce que le parent, après, se sent justement attaqué. Et c'est m'est arrivé, moi, qu'on a mis des choses en place avec le service social. Et quand on est passé devant un juge, par exemple, c'était pas du tout ça. En fait, les services sociaux disaient oui, c'est très bien, vous avez bien travaillé, tout va bien. Mais finalement, quand on arrive au jugement, c'est d'ailleurs ce que les parents disaient, en fait, c'est tout à fait autre chose. Et quand on leur demande, ils n'ont pas de réponse. En fait, il ne faut pas hésiter d'être clair avec les parents. Après, s'il y a des parents qui sont foutus, il faut qu'ils réfléchissent. Il y en a qui réfléchissent quand même. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé, que je ne suis pas d'accord avec la sécurité sociale. Moi, j'étais polie. Par contre, de mon côté, j'étais énervée, mais je ne me suis pas pris à elle. Par contre, je réfléchis. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la raison ou peut-être que je peux l'écouter, ses conseils. Mais des fois, quand vous voyez que le service social vous fait des choses à votre dos, là, par contre, vous pouvez avoir plus de confiance et puis les parents travaillent plus. C'est pour ça qu'ils sont mal vus les services sociaux beaucoup. Ça n'a rien à voir avec les foyers. Les foyers, c'est autre chose. Et quand on dit services sociaux, c'est tout ce qui est MDD. Tout ce qui est foyer, tout ce qui est. Les foyers, c'est oui, tout ce qui est. C'est autre chose. Moi, j'ai pas une. Tout ce qui est foyer, c'était bien, mais tout ce qui est MDD, par contre, c'est une catastrophe. Il y a 2 assistants sociaux sous 10 quand même. Il y a beaucoup. J'ai juste un dernier exemple parce que je ne voudrais pas qu'on pense que les travailleurs sociaux n'expliquent pas les raisons d'un placement ou d'une mesure. Ce n'est pas ça que je veux vraiment dire. Je veux dire, c'est que c'est la manière de l'expliquer et que parfois l'explication n'est pas assez simple, pas assez concrète. Et je pense par exemple à une maman qui nous disait ça dans un comité d'usagers en 2019, qui disait, moi, je vivais de la violence conjugale, je me faisais frapper par mon conjoint, et j'ai toujours considéré que je protégeais mon enfant, puisque je faisais en sorte que mon enfant ne soit jamais pris à partie. Et donc, elle dit, j'ai demandé de l'aide aux services sociaux, on m'a placé mon enfant. Et elle dit, mais si on m'avait expliqué en tant que témoin de la violence conjugale, si on m'avait expliqué ce que ça voulait dire pour mon enfant, mais moi j'aime mon enfant, j'aurais été capable de le protéger, j'aurais compris, mais je ne le savais pas. Voilà, donc le travailleur social peut estimer qu'il a expliqué en disant, il y a des violences conjugales, donc il peut penser qu'il l'a expliqué, mais pour le parent, qui n'a pas intégré que la violence conjugale, si son enfant est témoin, c'est une violence pour lui, il ne peut pas comprendre les raisons. Voilà, je voulais expliquer ça. Merci infiniment aux invités du jour, à la fois parents, professionnels. Merci beaucoup d'être venus partager votre regard, votre expérience sur cette question spécifique. On est quasiment à la fin de la demi-journée. J'ai invité Manon Grandval et également Stéphane à nous rejoindre. Manon Grandval pour fermer cette question du pouvoir d'agir autour des parents dans l'aide sociale à l'enfance et puis Stéphane Skorzik ensuite pour définitivement clôturer la journée.
Du coup, je voulais vraiment vous remercier aussi pour cette belle table ronde. Je trouve qu'on a appris plein de choses, on a eu un regard différent et je trouve qu'il y avait aussi vraiment du lien avec ce que j'ai pu dire et ce que j'ai pu entendre aussi et co-construire déjà avec les parents et les professionnels. J'ai apprécié aussi la question de la co-construction, du croisement des savoirs et des savoirs expérientiels que vous essayez de mettre en œuvre au travers de ces comités d'usagers. Et en fait, voilà, la base, c'est on ne peut pas penser la place des parents sans les parents. Ça paraît simple dit comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête et qu'on essaye de mettre de plus en plus en œuvre sur le terrain. De ce que j'ai entendu aussi de cette table ronde, je dirais que pour favoriser le développement du pouvoir d'agir des parents, les essentiels qui ressortent de nos propos communs, ce serait se comprendre, la base, se comprendre, avoir un langage commun, une communication facilitée. Là, les outils que vous proposez et qui sont co-construits, ça permet d'être dans cette optique. Se connaître, deuxièmement, parce que, comme une maman le disait, il y a une méconnaissance mutuelle. On ne connaît pas forcément ce que font les assistantes sociales, elles ne connaissent pas forcément. Bien que de base, il y ait des fois une inégalité parce que parce que les travailleurs sociaux ont déjà des infos sur les parents avant même qu'ils arrivent dans l'établissement, alors que les parents n'ont parfois aucune info. C'est vrai qu'il y a aussi très, très peu d'infos sur les établissements. Je pense, moi, dans les entretiens que j'ai menés, une maman qui me disait pour les plantes maternelles, j'ai été sur Google, j'ai tapé sur maternelle, et puis il y avait très peu d'infos, des commentaires. Alors c'est noté maintenant sur Google, il y a des étoiles, et donc il y a des commentaires d'autres parents qui parlent de leur mauvaise expérience. Et je pense qu'il y a quand même aussi une réflexion à mener sur la question des réseaux sociaux et de la visibilité des établissements, parce que c'est par là aussi que certains parents vont entrer et se faire une représentation de ce que sont les établissements. Et donc, ça peut faire partie de cette petite marche pour mieux se connaître. Donc, se comprendre, se connaître et je dirais savoir où on va. C'est ce qui est ressorti aussi des échanges, savoir où on va, avoir des objectifs concrets qui soient compréhensibles par les parents. Les parents peuvent avoir envie de s'investir, mais pas s'investir pour rien. Et ça, c'est compréhensible. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'objectifs, d'avoir un but. Quand vous parlez du carnet de route, vous aviez envie aussi de voir que le temps que vous y passez, la réflexion que vous prenez, ça va mener à quelque chose. Et donc, voilà, s'investir, ne pas s'investir pour rien. Co-construire par rapport à la question de ce qui pose problème et de ce qu'il peut y avoir comme solution. Ça aussi, on en a parlé, le parent peut aussi essayer d'identifier quel est le problème avec ce langage commun. Et la question de l'honnêteté, de la franchise et de la transparence. Être franc, ne pas se cacher sous le tact, qui n'en est pas un, pour permettre aux parents de, encore une fois, savoir où ils vont. Donc, voilà, je trouvais, je sais pas quel mot de la fin de dire, je trouve aussi peut-être qu'il serait intéressant de mener une recherche ou de mener des réflexions sur la question du départ des décisions de placement, parce que souvent, en fait, les parents arrivent dans les établissements, mais c'est effectivement pas les établissements qui ont été à l'initiative de la décision. Et les services de PMI ou les assistantes sociales ou voilà, toutes les personnes qui ont mené à ce que le parent arrive là, et peut-être réfléchir comment c'est amené ces choses-là pour que les parents peut-être commencent déjà à être en relation différemment avant d'arriver dans les établissements de protection de l'enfance. Voilà. Merci. Moi, je veux juste quelques mots aussi, mais rapides, je ne vais pas me fermer. Moi, j'aurais plutôt partir sur les postures parce que alors vous êtes en formation et c'est vrai que c'est l'occasion de réfléchir sur les postures et sur nos postures, c'est-à-dire le mot qui vient, c'est l'humilité quand même et la réciprocité.
un point qui, et je pense que si on n'a pas une réflexion quand on est en formation, voilà, on va être sur du pouvoir, mais le pouvoir qui va accabler, qui va assumer. Donc ça, c'est un point. Et l'espace que vous avez qui est offert pour l'information, voilà, c'est cet espace-là qu'il faut prendre pour réfléchir sur vos postures, parce que chacun d'entre vous aura sa façon d'être travailleur social. Il n'y a pas une seule façon d'être travailleur social. Et du coup, néanmoins, il est un petit peu au service de l'autre. Nous sommes au service. Nous avons tous besoin peut-être un jour d'avoir des travailleurs sociaux de nos côtés, et nous sommes au service des uns et des autres. Donc cette réciprocité est un point important pour permettre ce dialogue où chacun est dans son rôle par contre, mais c'est chacun a son statut, mais c'est pendant un dialogue respectueux. Et donc moi je trouvais ça passionnant. Merci pour cet échange cet après-midi à tous. Merci vraiment, ça vaut largement. Voilà, là on a matière là pour continuer les réflexions dans différents endroits, hein, que ce soit sur les écrits professionnels, on n'a pas trop été, mais j'espère que on a mesuré l'importance du mot. Quand on fait un écrit, on parle sur quelqu'un, on va mettre des mots sur une situation. Je crois qu'il faut pas, c'est pas légère. Alors, on vous embête quelquefois sur les écrits professionnels, c'est bien pour cet aspect-là, parce que voilà, c'est pas rien. Donc, c'est tous ces espaces-là que vous avez identifiés cet après-midi et que ça donne du grain à moudre dans votre pratique, dans votre réflexion et dans vos positionnements, parce que dans vos positionnements, vous les avez déjà sur le terrain. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous et à toutes, et puis les personnes qui sont parties pour votre conférence, qui était effectivement, alors pour les étudiants, c'était quand même assez magistral, comme disait Michel. Vous avez révisé en une heure énormément de points. Vous avez vu aussi sans doute vos fragilités qu'il faudra aller approfondir. Mais du coup, c'est merci pour tout. Et puis après, c'était vraiment ancré dans notre pratique que l'on souhaite développer au quotidien. Merci à tous. Merci pour votre écoute et merci encore d'être venus. Et à une prochaine fois. Voilà. Merci. Ça dépasse la salle.